Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle série de cours qui va être consacrée à revisiter les bases biologiques de la chimiothérapie anticancéreuse, et donc nous allons approfondir un certain nombre de notions qui ont été déjà évoquées l'an dernier, et en particulier approfondir des choses qui ont beaucoup bougé dans la dernière année. En particulier, dans le troisième cours, nous allons parler d'un gène qui s'appelle SLFN11, qui est un modulateur clé du stress réplicatif et de la réponse à la chimiothérapie. Nous parlerons aussi dans le second cours de pas mal de nouveautés sur le stress réplicatif. Et puis, dans le dernier, nous aborderons la question des nouveaux inhibiteurs du cycle et en lien avec la réparation. Donc, une diapositive qui correspond vraiment à la science en train de se faire, hein, la maxime du Collège de France, puisque mon équipe de recherche est très lourdement impliquée dans cette problématique d'essayer de comprendre les bases de la chimiothérapie anticancéreuse. Et tout d'abord, une note historique d'introduction, c'est que beaucoup d'associations de médicaments et de combinaisons de médicaments ont été utilisées et développées sur des bases qui sont essentiellement et parfois même purement empiriques et cliniques. Or, dans le cadre d'essais cliniques, il n'est pas possible de tester toutes les variables sur des cohortes de patients, c'est-à-dire toutes les doses ou toutes les combinaisons, en prenant la survie comme critère de sortie. Et donc, des travaux assez récents ont pu montrer, par exemple, que pour des médicaments bien connus, utilisés depuis des dizaines d'années, eh bien, la dose optimale n'avait pas été déterminée avec précision et qu'on pouvait donc gagner en termes de pourcentage de guérison en augmentant la dose. Les combinaisons constituent une question extrêmement importante. En effet, les combinaisons historiquement ont été essentiellement déterminées, élaborées en partant de l'absence de toxicité cumulative et non pas à partir de mécanismes d'action synergique. En d'autres termes, beaucoup de chimiothérapies ont été faites finalement de combinaisons de chimiothérapie, ce qu'on appelle des polychimiothérapies, ont été faites en combinant un médicament qui avait une toxicité sur le rein avec un médicament qui a une toxicité sur l'intestin et un troisième médicament qui avait plutôt une toxicité sur le système nerveux, et pas du tout avec des molécules dont on savait ou dont on pensait qu'elles étaient synergiques du fait de leur mode d'action. Et donc, ceci souligne la nécessité extrêmement impérieuse de modèles précliniques. Donc, ces modèles précliniques sont indispensables. On en a un certain nombre, des modèles faisant appel à des animaux, en particulier avec des modèles génétiquement déterminés, ou des xénogreffes de tumeurs humaines. Plus récemment, des organoïdes qui permettent donc une expérimentation purement ex vivo. Mais à vrai dire, il n'existe pas de consensus sur la validité de ces modèles d'études. Il y a de très nombreuses controverses pour savoir quels sont les modèles les plus utiles, les plus applicables pour tester l'effet de ces différents traitements. Et puis, un point extrêmement important, c'est qu'il y a extrêmement peu d'études sur ce qu'il se passe vraiment in vivo pendant le traitement des patients. Est-ce qu'on a, en réponse au traitement, une mort autonome, une différenciation, une attaque par le système immunitaire, de la sénescence? Toutes ces questions sont des questions qui sont très largement encore ouvertes et qui posent évidemment la difficulté pratique majeure de l'exploration de ces questions. À l'évidence, on ne va pas rebiopsier une tumeur tous les jours pendant le traitement pour comprendre ce qui se passe. Dans certaines circonstances, et on aura peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain cours, en particulier avec des tumeurs liquides, on peut avoir accès aux cellules cancéreuses pendant le traitement, mais dans une conférence que j'organisais la semaine dernière, les participants ont souligné le rôle extrêmement important qu'il y aurait à savoir effectivement chez de vrais patients ce qui se passe pendant le traitement.
Et donc on va probablement évoluer vers des solutions à la carte dans laquelle chaque situation sera singulière, chaque type de maladie va être associé à un traitement bien spécifique. Et c'est l'un des objectifs majeurs du groupe de recherche que je dirige, en fait, d'obtenir une biologie de la guérison, d'arriver à comprendre en termes formels ce qui se passe lorsque un patient va être guéri avec une chimiothérapie anticancéreuse, avec finalement une remarque qui paraît bien naïve, mais qui s'applique particulièrement bien à cette situation, qui est qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on ne comprend pas. Et pour l'instant, on a essentiellement, comme je le disais au départ, on s'est reposé sur des tâtonnements cliniques. Alors, un exemple tout à fait important, tiré de travaux très récemment publiés dans la très prestigieuse revue Cell, est de savoir ce qui se passe en fait quand on traite une tumeur avec de la chimiothérapie. Ici, il s'agissait d'études sur des lignées cellulaires ex vivo. Et donc, on a depuis toujours un peu un équilibre entre le yin et le yang, entre la mort. Et la mort, on va voir qu'elle se décline suivant toute une série de formes cliniques différentes. Et puis la sénescence, qui est une forme d'arrêt de prolifération définitive, associée à des synthèses protéiques très actives, une activité métabolique très active, qui correspond en fait à des signaux de stress. Et ce que cette étude, donc publiée il y a quelques années, a montré, c'est que dans cet équilibre finalement entre la mort, la sénescence et puis une sénescence transitoire ou une sénescence définitive, par des approches technologiques extrêmement élégantes que je ne détaillerai pas ici, les auteurs ont pu suivre le devenir de chaque cellule après chimiothérapie, et en suivant le devenir de chaque cellule, ils ont pu faire la différence entre celles qui allaient mourir, celles qui allaient entrer en sénescence, et celles qui vont reprendre leur prolifération. Et ils ont pu montrer que c'était l'expression d'un seul gène, qui est un gène de régulation du cycle cellulaire qui s'appelle P21, dont on a parlé dans les cours des années précédentes, qui est une cible directe d'une protéine qui s'appelle P53, qui est l'acteur essentiel de la réponse au stress. Et bien que c'était ce niveau de P21 qui était finalement, dans ce modèle cellulaire, le seul déterminant du devenir à long terme de ces cellules, avec finalement trois situations. Des cellules qui sont en cycle et qui donc au moment du traitement par cette forme de chimiothérapie n'expriment pas P21, et elles qui vont toutes rentrer en sénescence définitive. Et puis des cellules qui n'étaient pas en cycle. Et pour ces cellules qui ne sont pas en cycle, c'est finalement l'amplitude de l'induction de cette protéine P21 qui va déterminer le devenir à long terme, avec des cellules qui vont pouvoir bénéficier d'une induction extrêmement forte de cette protéine et qui vont rester sénescentes, qui est représentée ici par la couleur bleue, qui traduit une coloration spécifique de ces cellules qu'on appelle la bêta-galactosidase acide. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et puis des cellules pour lesquelles l'induction est finalement insuffisante, qui vont donc ralentir leur croissance pendant quelques temps, et puis qui vont rentrer ensuite de nouveau dans leur fonction normale, qui est de proliférer. Et donc cette étude était extrêmement importante parce qu'elle suggérait effectivement, d'une part, qu'un seul facteur, la protéine P21, qui est un gène maître de la sénescence, et par ailleurs l'amplitude de l'induction en réponse à la chimiothérapie étaient les deux seuls déterminants du devenir à long terme de ces cellules. Encore une fois, une approche rendue possible par des stratégies très élégantes d'analyse en cellules uniques. Alors en ce qui concerne la mort, vous voyez que la description de la mort cellulaire programmée, qu'on appelle l'apoptose en 72, a été suivie par toute une série de descriptions
d'autres formes de mort répondant à des mécanismes différents. Celle qui est peut-être la plus étudiée en ce moment, c'est ce qu'on appelle la ferroptose, dans laquelle la production de radicaux oxygénés, de stress oxydant est responsable de la mort. Mais vous voyez qu'il y a une déclinaison tout à fait remarquable de formes de mort répondant encore une fois à des mécanismes biochimiques différents. Mais ces mécanismes sont essentiellement étudiés ex vivo dans des cultures cellulaires, et on sait que ces cultures cellulaires en pratique sont assez souvent résistantes à la mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles poussent ex vivo. Et in vivo, la détection et l'analyse de cette mort est extrêmement difficile, car les cellules mourantes sont éliminées pratiquement tout de suite. Et donc la capacité que l'on a de voir dans une expérience in vivo des cellules apoptotiques est extrêmement diminuée. Alors, c'est une diapositive que j'ai déjà montrée l'an dernier et que je remontre cette année parce que c'est probablement la plus importante de tout le cours. Et elle illustre la nécessité d'avoir un index thérapeutique, c'est-à-dire une sensibilité spécifique des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Et cet index thérapeutique, c'est au fond la sensibilité différentielle entre les cellules normales et les cellules cancéreuses qui vous est représentée très schématiquement ici. Donc on a des concentrations croissantes d'une drogue X et on va voir finalement l'effet sur les cellules cancéreuses ou l'effet sur les cellules normales. Et donc dans le modèle idéal qui est représenté ici, finalement on a une courbe croissante. En augmentant la concentration du médicament, on va augmenter l'effet thérapeutique jusqu'à un seuil où on va éliminer la totalité de la tumeur. Et puis, si on continue à augmenter la dose, on va avoir des effets qui sont maintenant des effets toxiques, et ces effets toxiques sur les cellules normales vont eux aussi dépendre de la dose. Et donc, c'est le décalage entre ces deux courbes qui va être responsable, expliquer au fond cet index thérapeutique qui fait qu'on va avoir une certaine sélectivité. Ici, elle est complète, dans l'exemple qui est représenté ici, entre l'effet sur les cellules cancéreuses et l'effet sur les cellules normales. Nous savons tous que dans la réalité, la situation est beaucoup moins favorable que celle-ci et qu'assez souvent, la courbe de toxicité est uniquement modestement déplacée par rapport à la courbe d'efficacité. Et ceci pose des problèmes biologiques qui sont encore très largement incompris, qui est de comprendre pourquoi est-ce que les cellules cancéreuses vont être plus sensibles à ces poisons que ne le sont ces cellules normales. Je suis d'ailleurs en train d'écrire une revue avec un collègue américain sur cette question. C'est une question qui hante en fait la communauté scientifique depuis que la chimiothérapie existe, depuis 50 ans. Et donc on a beaucoup pensé qu'en fait on avait un ciblage préférentiel des cellules qui sont en prolifération rapide et qu'on allait agir en bloquant la synthèse de leur ADN et que ceci allait provoquer des lésions qui allaient induire la mort. Alors ceci expliquerait la toxicité assez forte de la plupart des médicaments anticancéreux pour les cellules qui poussent très vite, comme par exemple les cellules du système hématopoïétique ou encore les cellules de la muqueuse digestive. Mais ça n'explique pas tout et il y a d'innombrables contre-exemples qui montrent par exemple que certains médicaments utilisés dans le cancer du côlon vont être beaucoup plus actifs sur la tumeur colique qui pousse beaucoup moins vite que ne poussent les cellules coliques normales, ce qui montre bien qu'il y a autre chose à trouver, ce qui pose le problème de la base de la spécificité de ces couples formés entre un type de tumeur et un type de chimiothérapie. Et cette question est vraiment une question absolument centrale et on va apporter dans ce cours quelques éléments de réponse dans quelques situations où ces différences ont été comprises, tout en sachant que ceci ne représente qu'une toute petite partie des questions que nous avons à résoudre. Alors, une des choses extrêmement importantes pour comprendre la suite de ce cours, c'est au fond la notion de DNA damage response, c'est-à-dire de la réponse qui va être provoquée en réponse à des lésions d'ADN.
Et donc, des lésions spontanées de l'ADN surviennent avec une très grande fréquence dans toutes les cellules de l'organisme, tout au long de la vie. Et Dieu merci pour nous, elles sont réparées d'une manière extrêmement efficace par des machineries enzymatiques très spécialisées, machineries enzymatiques spécialisées qui sont très au point puisqu'elles sont déjà souvent partagées avec des êtres extrêmement primitifs comme les levures qui utilisent des mécanismes de réparation qui sont quasiment identiques à ceux qui sont présents dans les cellules humaines. Alors ces dommages peuvent être liés au cycle cellulaire ou pas, ils peuvent résulter dans des cassures de l'ADN qui peuvent être, on va le voir, double brin ou simple brin, et ils vont conduire ou pas à des changements de l'information génétique. On a des systèmes de détection d'abord, de signalisation ensuite, et de réparation enfin, qui impliquent de très nombreux gènes, et on va voir quelques exemples. Alors, voici une diapositive que vous verrez à plusieurs reprises dans ce cours qui illustre finalement, qui est tirée d'une revue récente et qui illustre la diversité des mécanismes de lésion à l'ADN et la diversité des mécanismes de réparation mis en route. Alors si on part de la gauche, on a peut-être les lésions les plus connues qui sont les dimères de pyrimidine, qui sont des lésions liées à la lumière UV, à l'irradiation par des UV, qui vont donc être trouvées dans la peau et qui vont être réparées par un système qu'on appelle le Nucleotide Excision Repair, la réparation par excision des nucléotides, NER en abrégé, qui elle-même se décline avec deux complexes qui comprennent un certain nombre de gènes qui sont assez largement connus parce qu'ils sont défectifs dans une maladie qu'on appelle le xéroderma pigmentosum, maladie de réparation de l'ADN qui va se manifester par des tumeurs multiples sur la peau quand la peau est exposée au soleil. Il y a un deuxième système qui est la réparation des erreurs de réplication qu'on appelle le mismatch repair. On va le voir dans la prochaine diapositive avec là aussi un nombre des complexes protéiques qui sont bien connus et qui vont participer à la réparation de ces défauts. Il y a ensuite la création ou l'existence de liaisons croisées, crosslink en anglais, entre l'ADN et les protéines, qui peuvent être spontanées ou qui peuvent être favorisées par certains types de traitements anticancéreux, et pour lesquels, là aussi, une machinerie de réparation a été bien étudiée. L'existence de ponts de ponts chimiques entre les deux molécules d'ADN, qui là aussi peut être observées de manière spontanée ou en réponse à des traitements, avec en particulier un groupe de protéines qui sont défectueuses dans la maladie de Fanconi et qui vont contribuer donc à la réparation normale de ce type de lésions qui sont des lésions sévères. Et puis, les systèmes de réparation des bases anormales, avec en particulier ce qu'on appelle le Base Excision Repair, BER. Et puis, au fond, la machinerie qui vont peut-être nous intéresser le plus aujourd'hui, qui est celle qui va réparer les cassures de l'ADN, ces cassures se déclinant en deux modèles différents, les cassures simple brin ou les cassures double brin. Et on va voir que ces mécanismes sont extrêmement différents. Les cassures simple brin sont extrêmement fréquentes. On estime qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 100 000 cassures par cellule et par jour. À l'inverse, les cassures double brin sont beaucoup plus rares. Les cassures double brin vont induire des réponses extrêmement sévères dans la cellule et on estime que dans certaines conditions, une seule cassure double brin peut induire la mort de la cellule par apoptose, car ces cassures double brin sont extrêmement délétères. Elles vont conduire à des modifications de l'expression génétique en particulier. On va voir qu'elles peuvent être réparées par plusieurs systèmes, la recombinaison homologue ou le non-homologous end joining, NHJ en résumé. Alors, assez rapidement, quelles sont les anomalies des bases? Eh bien, vous voyez qu'il y a de nombreux systèmes de réparation qui ont été très bien caractérisés.
Les premiers sont les systèmes de réparation de la méthylation des bases, essentiellement des résidus de guanine, pour lesquels il existe deux systèmes bien caractérisés qui vont permettre le nettoyage de ces bases anormales. Les anomalies des bases peuvent être là aussi, donc avec un mécanisme enzymatique relativement simple, relativement direct, qui d'ailleurs peut être mis en défaut dans certaines tumeurs comme les gliomes. Le Base Excision Repair va permettre le remplacement d'une base par un système qui va commencer par une excision et puis ensuite de recrutement d'enzymes de réparation qui vont pouvoir restituer, grâce à l'aide d'une polymérase, restituer l'information manquante et restituer par une ligase l'intégrité de l'ADN. Le Nucleotide Excision Repair est un système plus complexe qui va s'attaquer par exemple, à des formes d'anormales de l'ADN avec tout un complexe qui est lié en particulier à la transcription et qui va permettre là aussi l'excision du fragment anormal et une resynthèse d'ADN et la religation. Et puis les anomalies d'action des polymérases, le mismatch repair qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc toute une variété de situations chimiques dans lesquelles on va avoir ces anomalies des molécules d'ADN, avec, dans la plupart des cas, une rupture transitoire de la molécule d'ADN, simple brin, qui, s'il était interrompu, pourrait conduire à la réplication suivante, à des cassures double brin. Donc cette réparation, si elle est mal faite, peut conduire à la mutagénèse, et c'est très important, la plupart des anomalies connues de ces systèmes vont être des facteurs de prédisposition au développement des tumeurs. Alors, voici un exemple pris d'une revue récente par le professeur Lynch, qui a, à vrai dire, donné son nom à ce syndrome de défaut de réparation des mésappariements, qui traduit le fait que sur des longues répétitions de séquences relativement proches, ici vous avez donc une séquence de C qui est assez longue, eh bien, les polymérases peuvent finalement glisser, et en glissant, elles peuvent rajouter ou enlever des nucléotides. Et donc, au moment, après que la polymérase soit passée, ceci va conduire à un défaut, puisque vous voyez que sur le brin d'origine, on a ici 10 C, mais la polymérase en glissant en a fait 11. Et donc, on va avoir un système de réparation qui fait appel à des enzymes bien connues pour détecter d'abord cette erreur de réplication et ensuite exciser le nucléotide supplémentaire et reprendre la synthèse pour garder l'information génétique. Si ce système de réparation impliquant l'une quelconque de ces protéines est déficient, eh bien, à la réplication suivante, le brin sur lequel la polymérase avait rajouté un ou plusieurs nucléotides, eh bien, va être recopié et donc on va générer une mutation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype d'instabilité des microsatellites, parce que ça touche effectivement essentiellement ces tumeurs répétées. Et donc, dans cette situation, on va avoir, pas à vrai dire au moment de l'initiation de la tumeur, mais tout de suite après, au moment de l'évolution de la tumeur, induction de cette instabilité majeure du matériel génétique qui fait que quand la tumeur va se développer, elle va être constituée d'une multitude de cellules qui vont avoir des génomes différents parce que chaque cellule ou chaque groupe de cellules va avoir répliqué son ADN de manière différente. Donc c'est une situation clinique qui n'est pas rare, puisqu'on estime qu'elle touche une personne sur 300. Et cette situation qu'on appelle le syndrome de Licht va être à une transmission dominante, mais avec une pénétrance variable. Elle va pouvoir toucher beaucoup d'organes avec une augmentation du risque de développement, en particulier du cancer colorectal, mais aussi du cancer de l'endomètre, pour lesquels vous voyez que chez les patients
atteints de ce syndrome, on va avoir une augmentation très significative. Vous voyez par exemple des cancers de l'endomètre, hein, avec une augmentation de pratiquement de 40 fois de l'incidence. Et d'autres tissus également pour lesquels les augmentations sont réelles mais plus modestes. Alors ce qui est important en termes de clinique, d'une part, c'est de connaître et d'identifier ces sujets de manière à pouvoir les suivre cliniquement de manière extrêmement rapprochée. Mais on sait aujourd'hui que cette instabilité du patrimoine génétique va conduire donc à de très nombreux changements du génome qui vont être responsables de la création de néo-antigènes, et que ces néo-antigènes vont être en fait extrêmement immunogéniques. Et on sait donc aujourd'hui que ce type de tumeur répond particulièrement bien aux immunothérapies, sont certainement les tumeurs de choix pour les immunothérapies parce qu'elles sont, du fait de leur instabilité génomique, particulièrement riches en néo-antigènes. Alors si on reprend ce schéma maintenant, on va s'intéresser aux cassures simple brun. Et donc ces cassures simple brun sont extrêmement fréquentes. On peut avoir jusqu'à 100 000 cassures par cellule et par jour. Vous voyez, donc c'est absolument énorme. Et pour arriver à réparer ça, c'est des systèmes extrêmement performants. Ces cassures peuvent toucher la partie désoxyribose de la molécule d'ADN directement, en particulier après exposition à du stress oxydant, des espèces réactives de l'oxygène, mais aussi après le clivage par l'enzyme APE1 dans le cadre du base excision repair, également dans le cadre normal de la déméthylation des cytosines, lorsqu'il y a des changements épigénétiques qui entrent en jeu. Dans la déméthylation des cytosines, il y a une étape transitoire de cassure simple brun qui peut être donc une fragilité pour la cellule. On peut également observer ce type de cassure simple brun comme intermédiaire réactionnel transitoire dans d'autres formes de réparation, en particulier, comme on le verra tout à l'heure, dans l'activation des topoisomérases ou au moment des stress de réplication. Et enfin, ces cassures simple brun, on va le voir, sont extrêmement fréquentes en réponse à certains types de traitements anticancéreux qui vont augmenter donc, de manière considérable la fréquence de ces cassures. Alors, quel est le système de réparation qui est mis en route en réponse à ces cassures simple brun? Eh bien, c'est une modification par des protéines qu'on appelle des PARP. Et ces PARP, en fait, vont être capables de détecter une cassure simple brun et ils vont conduire à la synthèse d'une chaîne d'ADP-ribose, donc des dérivés de nucléotides. Et cette chaîne de dérivés de nucléotides va être un marqueur de la présence de cette cassure. Et donc, en présence de cette cassure, ces enzymes, PARP1 et PARP2 essentiellement, vont se fixer sur la cassure et induire cette modification chimique qui a lieu sur des résidus sur des acides glutamiques. Et cette chaîne d'ADP-ribose va conduire à une décompaction locale qui va permettre l'accès aux enzymes de réparation. Et donc PARP1 est une protéine très abondante qui en fait va patrouiller en permanence le long du matériel génétique pour arriver à détecter ces cassures et à induire donc une décompaction locale de la chromatine par la modification des histones et assurer le recrutement d'une protéine chaperonne essentielle qui s'appelle XRCC1 qui va être le chef d'orchestre de la réparation. Donc c'est l'enzyme PARP qui assure la détection de la lésion et le XRCC1 va être responsable du recrutement de toutes les autres enzymes. Alors, sans entrer dans les détails, parce que ce serait extrêmement laborieux, on a décrit dans un certain nombre de situations, dans des
des cassures induites par le stress oxydant, les cassures liées à l'activité des topoisomérases ou les cassures survenant dans le cadre du Base Excision Repair, les différents complexes, vous voyez, organisés autour de cette chaperonne XRCC1 qui va recruter des polymérases, des ligases et permettre donc la réparation ad integrum de ces cassures dans l'ADN avec des petites variantes biochimiques suivant l'origine et le type de la cassure. Alors, les réponses aux cassures double brin, elles sont beaucoup plus rares, mais elles sont beaucoup plus graves. Encore une fois, dans certaines circonstances, une seule cassure double brin peut induire la mort de la cellule. Et donc, on a une détection, signalisation par des kinases qui s'appellent ATM et ATR, qui vont avoir des effets extrêmement larges sur l'apoptose, la sénescence, la structure chromatinienne, la transcription. Et les mécanismes ensuite, en aval de cette détection par ATM et ATR, vont être différents suivant la phase du cycle cellulaire dans laquelle on est, et en particulier en SG2, donc quand la cellule est en train de synthétiser son ADN, évidemment, l'existence d'une cassure chromosomique est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc la première chose à faire, c'est d'arrêter la synthèse de l'ADN et d'essayer de trouver un moyen de réparer. On va voir qu'il y a deux grandes voies de réparation. Il y a la réparation par recombinaison homologue et la réparation par non-homologous end-joining, avec des implications importantes en pathologie que l'on va voir plus tard. Les détails moléculaires sont connus et, de manière extrêmement importante, beaucoup d'agents anticancéreux sont capables d'induire la formation de ces cassures double brin. Alors, voici cette transduction représentée ici avec donc la reconnaissance de ces cassures qui va conduire à l'accumulation d'un variant d'histone qu'on appelle le gamma H2AX qui va en fait tapisser le voisinage de ce point de cassure. Reconnaissance par cette protéine essentielle qui est une enzyme qui va en phosphoryler d'autres qui s'appelle ATM pour les cassures double brin, ATR pour les cassures simple brin, qui va ensuite entraîner une cascade de phosphorylation avec des relais, et en particulier des protéines dont on va reparler, qui s'appellent CHK2 et CHK1, qui vont ensuite avoir une action extrêmement pléiotropique pour activer des effecteurs. Et ces effecteurs peuvent avoir, parmi lesquels se trouve P53, qui va être ciblé directement par ATM ou par CHK2, vont avoir des effets très variables, au minimum toujours un arrêt du cycle cellulaire et l'induction de la réparation d'ADN, et puis si les lésions sont trop importantes, l'induction directe de la mort pour supprimer donc cette cellule qui est gravement endommagée. Alors, encore une fois, sans entrer dans les détails, les cascades biochimiques sont connues. Vous voyez ici ATM qui va directement reconnaître et induire la signalisation. Dans une cellule qui n'est pas en cycle, la voie préférentielle, c'est une cascade ATM qui va phosphoryler CHK2. CHK2 va phosphoryler P53 qui va activer P21, le gène dont on parlait au début de ce cours, et ceci va tout à fait bloquer immédiatement le cycle cellulaire. Quand la cellule est en phase de synthèse, les choses sont plus complexes. Il va y avoir, entre autres, recrutement d'une protéine dont on reparlera beaucoup, qui s'appelle BRCA1, qui est un gène qui, lorsqu'elle est perdue, va être un gène important de prédisposition au cancer, et mise en route d'un mécanisme de recombinaison homologue qui est au préalable rendu possible par un arrêt du cycle cellulaire en ciblant d'autres types de kinases. Et il y a également des mécanismes au moment de la mitose qui permettent d'arrêter la mitose en cas de cassure double brin. Donc, ça, c'était la phase de reconnaissance et de signalisation. Il y a ensuite une phase de réparation pour laquelle on connaît essentiellement trois grands mécanismes. Le premier et le plus simple, probablement, c'est celui qu'on appelle le non-homologous end joining, dans lequel donc des protéines vont tapisser donc ces extrémités libres de cet ADN cassé et assurer tout de suite une
recoller finalement, de recoller ces deux morceaux sans chercher à préserver l'information génétique qu'il pouvait y avoir au point de cassure. Donc ce mécanisme est efficace, mais c'est un mécanisme qui est mutagène puisqu'il va conduire à la perte d'information génétique à l'endroit où il y avait la cassure. Il y a un autre mécanisme dans lequel on va avoir une résection préalable autour de la zone cassée, dans laquelle on va pouvoir digérer un des deux brins, et après avoir digéré un des deux brins, on va chercher un appariement de petite ou de moyenne taille entre ces deux brins pour permettre une resynthèse de la molécule d'ADN. Et ceci va donc conduire aussi à une réparation, également avec perte d'information génétique, puisqu'on va avoir digéré un certain nombre de morceaux de la molécule, on va perdre de l'information au niveau de ce point de cassure. Le mécanisme le plus fiable est un mécanisme qui est mis en route essentiellement pendant la phase S du cycle cellulaire, dans lequel il va y avoir aussi une résection au niveau du point de cassure. On va tapisser ces points de cassure par des protéines qui vont permettre de protéger ces extrémités, qui s'appellent RPA et RAD51, peu importe. Ce qui est très important, c'est que la cellule va aller chercher finalement sur l'autre chromosome homologue la bonne information génétique de manière à réparer de manière précise et fidèle cette cassure. Et on va donc, à la suite de ce processus, se retrouver, grâce à la mise en route de cette recombinaison homologue, et vous comprenez bien sûr ce que veut dire homologue dans ce cas-là, c'est qu'on a été chercher l'autre copie du gène pour pouvoir réparer de manière fiable, on va avoir une reconstitution parfaite ad integrum de cette information génétique. Et de manière importante, l'ensemble de ce mécanisme nécessite ces deux protéines voisines qu'on appelle BRCA1 et BRCA2, qui sont des gènes importants de prédisposition à certaines formes de cancer lorsqu'ils sont perdus. On va y revenir. Donc ça, c'est ce qui se passait au niveau de la cellule. Il faut bien voir comment ça se passe au niveau de l'organisme. Et donc, il va y avoir, après un stress lié à des cassures d'ADN, des mécanismes adaptatifs dont on vient de parler, une adaptation qui va être cette réparation. Et cette réparation va conduire à une réponse cellulaire qui peut être de la sénescence ou de la mort. Mais au-delà de celle-ci, on va avoir une réponse systémique pour finalement informer l'ensemble de l'organisme de ses défauts. Réponse systémique qui est résumée ici, avec donc le dommage à l'ADN qui va activer les mécanismes de réparation dont on a parlé. Ces dommages à l'ADN, quand ils sont importants, vont conduire et en particulier en réponse à la chimiothérapie, vont conduire au relargage d'ADN dans le cytoplasme. Et le relargage d'ADN dans le cytoplasme est quelque chose d'extrêmement toxique qui va s'accompagner de l'activation de cascades de réponses qui vont conduire à la synthèse, par des mécanismes qui sont bien connus, à la formation d'interférons. Cet interféron va être relargué par la cellule et va créer localement de l'inflammation. Cette inflammation dans des cellules myéloïdes va participer finalement au recrutement d'autres cellules, et en particulier des lymphocytes, qui vont permettre, dans certains cas, une élimination de cette cellule. Cette cellule est reconnue comme ayant souffert, elle est considérée comme dangereuse, et donc l'organisme, par la coopération finalement de ces cellules myéloïdes et de ces lymphocytes, va permettre l'élimination. C'est ce qui se passe dans la sénescence, en particulier. Les cellules sénescentes dans la vie, dans l'organisme, vont être éliminées de manière assez rapide. Alors, quelles sont les anomalies au fond de ces réponses aux cassures de l'ADN? Eh bien, on en connaît au moins deux types, donc comme je le disais, les anomalies de la réparation des cassures double brin, impliquant par exemple les gènes BRCA1, BRCA2 ou les gènes liés au complexe de la maladie de Fanconi, vont être des gènes de prédisposition très forte au cancer. Ce qui est assez logique, puisque là, on va avoir des défauts de réparation de ces cassures double brin, perte d'information génétique, et donc
propension à développer des cancers, avec néanmoins des pénétrances variables suivant le type de gène et suivant aussi le type de mutation. On va avoir certaines mutations qui vont être associées à des développements tardifs ou très, très tardifs, parfois des maladies, et d'autres au contraire pour lesquelles la pénétrance est très forte. Alors ce qui est intéressant et pas encore totalement compris, c'est qu'il existe quelques rares maladies, syndromes congénitaux liés à des déficits de réparation simple brin. Et ces déficits de réparation des cassures simple brin ne sont pas associés au développement de cancer, mais ils sont au contraire associés à des maladies du développement cérébral. Et donc, il semblerait, pour des raisons qui ne sont pas encore entièrement comprises, que l'accumulation de ces lésions simple brin dans les neurones soit associée à leur mort ou à leur dégénérescence, et que les autres cellules que des neurones sont capables, finalement, de faire avec, si j'ose dire, peut-être parce qu'elles vont pouvoir entrer en mitose et mettre en route pendant la mitose d'autres mécanismes de réparation qui permettent de court-circuiter en fait ce défaut de réparation simplement. Alors ceci m'amène à vous parler maintenant dans ce contexte des chimiothérapies. Et ceci va en fait résumer une partie du cours que nous avons vu l'an dernier, puisque je reconnais beaucoup d'entre vous à ce cours. Donc beaucoup de chimiothérapies, pas toutes, mais beaucoup de chimiothérapies vont provoquer des dégâts, des lésions sur l'ADN avec des mécanismes qui sont très variés, dont on va voir quelques illustrations. Et une découverte de ces 10 dernières années, c'est qu'au fond, l'existence de défauts de réparation de l'ADN va moduler l'efficacité de la chimiothérapie. Et donc ceci est l'une des explications de cet index thérapeutique, puisque dans certaines situations cliniques qu'on va voir, la tumeur n'est pas capable de réparer certains types de lésions à l'ADN, alors que les cellules normales le sont. Et donc, les médicaments vont être beaucoup plus actifs sur les cellules tumorales que sur les cellules normales. Donc, ceci est au moins dans certains cas une des bases de cet index thérapeutique dont je vous parlais tout à l'heure. Néanmoins, beaucoup d'inconnus persistent, puisque finalement, ce sont des situations cliniques assez limitées dans lesquelles on a pu comprendre l'existence de ces différences. Et puis, dans le deuxième cours, on verra des notions extrêmement importantes qui montrent qu'au fond, dans une cellule cancéreuse, la régulation de la synthèse de l'ADN n'est pas du tout régulée de la même manière qu'une cellule normale. Et donc, ceci s'accompagne de différences de mécanismes intimes dans cette réplication qui va être à l'origine de ce qu'on appelle du stress réplicatif, ce stress réplicatif étant relativement spécifique de la cellule cancéreuse, mais ça on verra ça dans le second cours. Alors, la première idée qui s'est fait jour, c'est effectivement d'inhiber la synthèse d'ADN, parce qu'en inhibant la synthèse d'ADN, on va avoir un effet antiprolifératif, et ceci est particulièrement notable dans des tumeurs qui poussent extrêmement vite, en particulier dans les leucémies. Et donc, ça a été l'occasion de réaliser, au fond, que dans une cellule, dans beaucoup de cellules, la quantité de nucléotides disponibles dans la cellule est en fait limitante. C'est-à-dire qu'on avait pensé pendant longtemps que dans ce grand sac qu'est la cellule, il y avait tous les ingrédients pour pouvoir synthétiser de l'ADN. Et on sait qu'en dehors d'une phase S programmée, ça n'est pas le cas. Et donc, la quantité de nucléotides qui est disponible pour la synthèse d'ADN n'est pas toujours suffisante et que ceci va conduire à du stress. Et de manière tout à fait intéressante, on en parlera peut-être à la fin du dernier cours, il y a là un parallélisme tout à fait intéressant avec les infections virales. Et on sait que beaucoup de stratégies antivirales, beaucoup de gènes de contrôle des infections virales, ce qu'on appelle des facteurs de restriction, beaucoup de ces facteurs de restriction sont des gènes qui vont en fait amoindrir la quantité de nucléotides disponibles dans une cellule, de manière à ce que le virus ne puisse pas se répliquer simplement parce qu'il ne trouve pas les briques dont il a besoin pour synthétiser ses ADN. Donc, on va voir quelques illustrations à travers des médicaments anticancéreux bien connus. Il y a plusieurs voies parallèles pour inhiber la synthèse des désoxynucléotides et donc de l'ADN. On a réalisé plus récemment
qu'en fait, cette stratégie de baisse de la quantité de nucléotides touchait pas seulement les synthèses d'ADN, mais que ça touchait aussi assez souvent les synthèses d'ARN, puisqu'on va également avoir une déplétion avec certains médicaments des ribonucléotides, et donc on va diminuer la capacité de la cellule à créer de l'ARN messager. Alors, d'une manière qui ne vous surprendra pas, ces analogues de nucléotides sont particulièrement actifs lorsque les cellules sont en phase de synthèse, puisque c'est justement à ce moment-là qu'elles ont besoin de nucléotides. Et donc, on va avoir une action privilégiée pendant la phase S du cycle cellulaire. Et donc, ces médicaments vont cibler les cellules tumorales en croissance rapide, en particulier les leucémies. Et ces médicaments ont fait partie des tout premiers médicaments anticancéreux qui ont été actifs par voie générale dans cette indication. Alors, quand on commence à réfléchir aux mécanismes, eh bien, les mécanismes sont un peu plus complexes qu'on avait pu l'imaginer au départ. Au départ, on s'était dit simplement, on bloque la synthèse d'ADN, donc la molécule s'arrête. En fait, on sait que c'est plus compliqué que ça, puisque dans certains cas, ça va conduire à une synthèse d'ADN qui possède des bases anormales, et ces bases anormales vont être à l'origine de cassures, par exemple, secondairement. Ou de mise en route de mécanismes de réparation qui vont chercher à éliminer ces bases anormales qui ont été incluses dans la molécule d'ADN. Alors, ce raisonnement que je vous ai présenté pour la phase S du cycle cellulaire, donc quand on est en synthèse, en fait, il s'applique également à la réparation en dehors de la phase S, et on sait que quand on est confronté, par exemple, en dehors d'un contexte de synthèse, à une cassure d'ADN, eh bien, les mécanismes qui vont permettre la réparation, là aussi, ont besoin de nucléotides, et que de temps en temps, ces nucléotides ne sont pas suffisants, et donc même en dehors du contexte de synthèse de l'ADN au moment de la division cellulaire, la quantité de nucléotides qui va permettre la réparation des lésions peut être limitante, et que ceci va donc, dans certains cas, être un facteur de spécificité pour les cellules cancéreuses. Alors, très rapidement, dans le cours de l'an dernier, on a parlé du méthotrexate, un des tout premiers médicaments anti-leucémiques qui va agir donc, sur une enzyme qui s'appelle la dihydrofolate réductase, qui est une des enzymes d'entrée dans la synthèse du NTP. Ensuite, on a également des analogues de pyrimidine avec le 5-fluorouracile qui va cibler la thymidylate kinase. L'Aracé, qui est un des produits les plus utilisés dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes, qui va cibler l'ADN polymérase. La gemcitabine, qui va cibler la ribonucléotide réductase, donc une enzyme essentielle pour régler la quantité de nucléotides à l'intérieur des cellules, la 5-azacitidine qui va cibler la DNA méthyltransférase, on en reparlera plus tard dans le cours, des analogues de base purique comme la 6-mercaptopurine ou d'autres composés comme la fludarabine. Et vous allez voir que de manière assez intéressante, un certain nombre de ces produits qui sont de structures très différentes ciblent pourtant la même enzyme comme la ribonucléotide réductase, qui peut être ciblée par plusieurs médicaments différents et qui est en fait utilisée dans des contextes cliniques très différents. Et donc, on ne comprend pas toujours la base de cette spécificité. Pourquoi est-ce que des inhibiteurs qui vont cibler la même enzyme vont avoir au fond des activités dans des situations cliniques assez différentes. Donc, la première grande classe de médicaments, ce sont les alkylants. La seconde après les inhibiteurs de synthèse, les alkylants, eux, sont des espèces chimiques extrêmement réactives qui vont se fixer et endommager la molécule d'ADN en créant des liaisons chimiques inappropriées. Les deux plus connus sont le cisplatine et l'endoxan, la cyclophosphamide. Et on sait qu'ils peuvent créer toutes sortes d'anomalies chimiques sur la molécule d'ADN, avec la réalisation, par exemple, de pontages entre plusieurs nucléotides sur le même brin, ce qu'on appelle des pontages intrachaînes, ou alors des pontages
entre des nucléotides sur deux brins différents. Évidemment, si on crée une liaison covalente entre ces deux brins différents, eh bien, toute la chimie de l'ADN qui doit permettre la séparation des deux brins ne se fait plus, et donc on va bloquer aussi bien les processus de transcription que de réplication. Et puis on sait aussi que ces mêmes médicaments peuvent créer des pontages croisés entre des protéines et l'ADN, et ces pontages croisés entre protéines et ADN vont être bien sûr des obstacles majeurs pour l'expression génétique, la réplication ou la transcription. Donc, ces alkylants bivalents vont conduire à des lésions extrêmement différentes. On ne sait pas vraiment quelle est la cible clé. Est-ce que ce sont les complexes ADN-ADN ou ADN-protéines, en sachant que, par exemple, pour le platine, moins de 10% du platine est lié sur l'ADN, donc 90% va être lié sur des protéines ou sur de l'ARN, donc sur d'autres types de composés chimiques. Alors, à la différence des médicaments, des analogues de nucléotides qu'on a vus tout à l'heure, ces alkylants sont indépendants du cycle cellulaire, puisqu'ils vont pouvoir, au fond, réagir avec toutes les espèces d'acides nucléiques, y compris de l'ADN post-réplication, de l'ADN qui est présent dans des cellules qui ne se divisent plus. Et il va cibler particulièrement des régions qui sont connues pour être mal réparables, comme par exemple les extrémités des télomères, le bout des chromosomes. On sait que là, il y a une topologie très particulière au bout des chromosomes qui ne permet pas une réparation facile de ces zones, et donc on sait que ces zones sont particulièrement sensibles aux alkylants. Il y a également une toxicité rénale aiguë qui a été décrite avec le cisplatine et dont il a été montré qu'elle se rattachait à des anomalies mitochondriales. Et effectivement, ces alkylants peuvent cibler d'autres formes que l'ADN nucléaire. Ils peuvent cibler l'ADN mitochondrial en particulier. Et on sait là aussi que la réparation des ADN au sein de la mitochondrie est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est au sein du noyau. Et on va voir, et c'est au fond assez logique, que la réponse aux alkylants est bien meilleure pour des tumeurs qui ont des défauts de réparation de l'ADN. Ça paraît relativement intuitif, effectivement, que quand on va agresser comme ça cette molécule d'ADN, eh bien, si la cellule a des déficits dans des enzymes de réparation, eh bien, les lésions vont être plus importantes. Et c'est effectivement ce qui a été observé au niveau biologique comme au niveau clinique. Et donc, ceci démontre que le ciblage de l'ADN nucléaire participe effectivement à la réponse thérapeutique. Alors, comme on peut s'y attendre aussi, ces alkylants vont avoir des effets à long terme sur les cellules souches, des cellules qui ne se divisent pas, mais qui restent tout à fait sensibles, évidemment, à ces attaques chimiques de la molécule d'ADN. Et en particulier, on va avoir une toxicité germinale qui, en fonction des doses, peut conduire à des stérilités post-traitement. Alors, comment est-ce que ces lésions de l'ADN vont être réparées? Eh bien, ça dépend au fond du type de lésion. Et tant qu'on a des adduits qui soient d'ailleurs intrachaînes ou interchaînes, on va pouvoir avoir des réparations relativement simples par le nucleotide excision repair ou la translation synthesis, pour lesquels on connaît des gènes qui peuvent être mutés et qui vont affecter la réponse à ces produits. La chose la plus complexe, c'est évidemment les cassures double brin qui vont venir au fond de tentatives de réplication d'une cellule qui avait des modifications chimiques profondes de cette molécule, et au moment où on essaye de répliquer, on va induire des cassures. Et donc, en réponse à ces cassures double brin, c'est le système de recombinaison homologue qui va être mis en route. Alors, on sait aujourd'hui que les voies de réparation de l'ADN, et en particulier le couple cassure double brin et recombinaison homologue, jouent un rôle extrêmement important dans la réponse aux cisplatines, mais on verra que c'est aussi le cas pour d'autres alkylants et les inhibiteurs de topoisomérase.
Et la situation qui a été la première à être étudiée, c'est l'inactivation biallélique des gènes de susceptibilité au cancer, BRCA1 ou BRCA2, dans le contexte des prédispositions familiales aux tumeurs du sein, de l'ovaire ou de la prostate. Et dans ces cas-là, comme on va le voir sur la diapositive suivante, la tumeur, mais pas les cellules normales, vont présenter un défaut de réplication de l'ADN par recombinaison homologue, et ceci, évidemment, fournit une illustration parfaite de ce contexte d'index thérapeutique que je vous mentionnais. Alors, petite illustration de cette situation clinique, hein, qui n'est pas rare. En fait, essentiellement chez ces femmes, un petit peu chez l'homme aussi, on va avoir une inactivation germinale d'une seule copie d'un des gènes, BRCA1 ou BRCA2, dans toutes les cellules de l'organisme. Et puis, au fur et à mesure des hasards des divisions, de l'âge, dans certaines cellules, le deuxième allèle va être perdu, et donc on va se retrouver avec une cellule précancéreuse qui ne possède plus de fonction de réparation BRCA1 ou BRCA2. Et ces cellules, dans un premier temps, vont être protégées par l'environnement, et puis elles vont commencer, dans un certain nombre de cas malheureusement, à se multiplier, et elles vont conduire au développement de tumeurs. Alors ces tumeurs, où sont-elles? Eh bien, elles sont essentiellement dans le sein ou dans l'ovaire, et de manière plus rare dans le pancréas, et chez l'homme, ça peut être également le cas dans la prostate. Alors, il y a tout de suite une chose qui saute aux yeux et qui est quelque chose qui n'est pas compris à l'heure actuelle, c'est que ce sont principalement des tissus hormonosensibles qui vont être conduits au développement. Il n'y a pas d'explication à ce jour que je connaisse pour cette particularité. On pourrait imaginer que n'importe quelle cellule de l'organisme qui a perdu ce mécanisme de réparation devienne à un moment donné cancéreuse. Ça n'est pas le cas. Et une des idées, c'est que peut-être que ces cellules qui ont perdu le deuxième allèle de BRCA1 ou de BRCA2 sont des cellules fragiles, et que ces cellules fragiles, au fond, seraient protégées par un environnement hormonal, en d'autres termes, que la stimulation hormonale empêcherait peut-être ces cellules de mourir et leur permettrait malheureusement de donner naissance plus tard à un développement de cancer. Alors, si on pense maintenant à la réparation dans ce contexte, qu'en est-il? Eh bien, dans une cellule normale, avec une cassure double brin, on va avoir essentiellement une réparation par recombinaison homologue qui va permettre la réparation de l'ADN. Et puis, il y a des voies de sauvetage, des voies alternatives qui sont essentiellement ce qu'on a appelé tout à l'heure le non-homologous end joining. Maintenant, dans une cellule qui a perdu soit BRCA1, soit c'est la même chose dans la voie de Fanconi, eh bien, la réparation par recombinaison homologue n'est plus possible, et donc il va y avoir une nécessité d'activer ces voies de réparation alternatives dont vous vous rappelez qu'elles sont moins efficaces et qu'elles ne restituent pas l'information génétique ad integrum. Et donc, ceci peut conduire à des anomalies progressives. Et donc, c'est en fait, il y a peut-être des années 2010, qu'on s'est aperçu, au fond, que lorsqu'on regardait la survie chez des femmes atteintes de tumeurs de l'ovaire après traitement au cisplatine, qui est l'indication de première ligne dans le traitement de ce genre de tumeur, eh bien, il y avait une très importante différence de survie entre les femmes chez qui on avait une histoire familiale, une hérédité, et chez lesquelles on avait pu montrer l'existence de mutations de BRCA1, et les cancers de l'ovaire sporadiques qui survenaient en dehors d'un contexte de prédisposition par mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Et ceci donc traduisait au fond que la chimiothérapie était plus efficace si ces mécanismes de réparation de l'ADN étaient inactivés, et donc illustrant l'index thérapeutique. Alors, une preuve extrêmement forte qui a été apportée quelques années après, sans rentrer dans les détails de séquence, c'est qu'en fait, au moment de la rechute, paradoxalement, au moment de la rechute, la tumeur récupère la fonction de BRCA1, elle va récupérer la fonction de BRCA1 ou de BRCA2
en introduisant une mutation compensatrice. Et donc, au fond, pour survivre face à la chimiothérapie, la tumeur va récupérer, se débrouiller pour récupérer la fonction de ces gènes de réparation. Et l'activation de ces gènes de réparation va permettre en fait une moindre efficacité de la chimiothérapie. Dans ce type de preuve est extrêmement forte génétiquement, mais ce n'est pas la seule cause. Il y a d'autres causes, d'autres mécanismes de résistance qui ont été découverts. Parlons maintenant du troisième groupe de ces molécules, de ces anticancéreux classiques, si j'ose dire, en parlant des topoisomérases. Donc les topoisomérases sont des groupes d'enzymes, on en connaît 6 chez l'homme, qui peuvent être nucléaires ou mitochondriales, et qui vont prendre en charge la topologie, essentiellement des ADN, parfois aussi un peu de l'ARN. Et la manière dont ces enzymes fonctionnent est très élégante et vous est représentée ici. Il s'agit en fait de moduler la torsion de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN a cette double chaîne chimique avec ce cadre très rigide. Donc c'est une molécule qui est un peu comme un ressort, et un ressort en permanence enroulé. Et comme on sait bien, quand on a un ressort, quand on commence à le tordre, il va se passer des contraintes topologiques majeures. Or, la molécule d'ADN doit être tordue tout le temps au moment de la réplication, de la transcription ou autre. Et donc, ce que font ces enzymes, c'est qu'elles vont introduire une cassure d'un ou de 2 brins, et la cassure d'un ou 2 brins va permettre de relâcher cette torsion, et éventuellement même de défaire des nœuds. Et cette rupture se fait finalement par création d'une liaison covalente transitoire entre l'enzyme et en particulier un résidu de tyrosine qui vous est représenté ici. Il va donc y avoir cassure de la molécule d'ADN, réalisation de cette liaison covalente entre la tyrosine et un groupement phosphate, changement de la torsion de la molécule d'ADN, et ensuite cette réaction va être réversible. La liaison phosphate-tyrosine va être coupée par ces enzymes, et on va ressouder donc la molécule d'ADN en ayant relâché la contrainte. Alors, il y a 2 classes de topoisomérases. Il y a les topoisomérases de type 1 ou de type 2. De manière assez logique, la topoisomérase de type 1 ne coupe qu'un seul des brins. Elle vous est représentée ici. Les topoisomérases de type 2, elles, vont couper les 2 brins. Et donc, en coupant les 2 brins, elles vont être capables de défaire des nœuds dans l'ADN et de faire passer une molécule d'ADN à travers une autre. Dans ce cas-là, d'ailleurs, il y a un changement au niveau de la chimie. Vous voyez que la liaison entre la tyrosine se fait cette fois-ci sur la partie 5' de la molécule d'ADN. Ceci, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, est tiré d'une revue récemment écrite par Yves Pommier, qui est un des meilleurs spécialistes de cette question, qui travaille à Washington. Et donc, voici une série des indications, au fond, dans lesquelles la fonction des topoisomérases va être importante. La première, c'est le phénomène de transcription, parce qu'au moment de la transcription, pour fabriquer la molécule d'ARN, il va falloir séparer les 2 brins d'ADN, et cette simple séparation des 2 brins d'ADN va avoir des contraintes topologiques très importantes, avec l'acquisition de ce qu'on appelle des supertours positifs dans le sens de la transcription et de supertours négatifs derrière. Et donc, en permanence, ces molécules topoisomérases de type 1, ici en bleu, ou de type 2, ici en rose, va agir sur cette molécule d'ADN pour relâcher la contrainte topologique et permettre à la polymérase d'avancer. Il en va de même au moment de la réplication de l'ADN. Là aussi, quand la fourche de réplication avance, eh bien, elle va créer des contraintes topologiques. Et pour relâcher ces contraintes topologiques, il va falloir activer soit des cassures simples brins, voire des cassures double brin pour faire passer un brin à travers l'autre. Alors,
La chose peut-être la plus visuelle, c'est la résolution des nœuds dans l'ADN. Et vous voyez que de temps en temps, en particulier à la suite de la réplication, il peut y avoir des nœuds avec deux boucles qui sont prises ici l'une dans l'autre. Et bien, par la capacité qu'ont ces enzymes topoisomérases de type 2 de casser les deux brins d'ADN, on va être capable de sortir les deux boucles de manière indépendante et donc d'enlever au fond les nœuds dans le génome. Et il en va de même pour des nœuds plus complexes à partir d'un seul brin. Et dans certaines circonstances, on peut même avoir des nœuds dans l'ARN, et ces nœuds dans l'ARN vont être défaits par d'autres types de topoisomérases. Alors ces topoisomérases sont importantes. Hein. On connaît des mutations qui vont affecter leur fonction chez l'homme. On connaît des effets de l'inactivation sur des lignées cellulaires. On connaît également les effets chez les souris en inactivant la fonction du gène chez la souris. Et on va avoir tout un spectre d'anomalies. Alors de manière assez intéressante, beaucoup des traductions des anomalies de ces topoisomérases vont être des traductions neurologiques, hein, comme on l'a vu avec les protéines qui prennent en charge les cassures simples brins dans l'ADN. Je passe là-dessus. Alors, un certain nombre d'inhibiteurs de ces enzymes ont été trouvés assez largement par hasard, hein, avec des travaux menés dans les années 60 sur des antibiotiques. Et assez naïvement, pendant un certain temps, on a pensé que l'action de ces médicaments provenait de l'inhibition de l'activité de l'enzyme, avec un raisonnement un peu simpliste qui voulait qu'au fond, si on bloquait l'activité de cette topoisomérase, on allait faire des nœuds partout, et qu'en faisant des nœuds partout, on allait casser l'ADN. En fait, la réalité est un peu plus complexe, et on sait en particulier qu'on a pu, par la chimie, créer des inhibiteurs purs de l'activité enzymatique, et ces inhibiteurs purs, en fait, ont assez peu d'effets antitumoraux. Ce qui veut dire que la situation était plus complexe, et au fond, pour résumer de nombreuses années de travaux, on pense aujourd'hui que la chose la plus importante, c'est l'interruption du processus par ces inhibiteurs, qui va créer finalement, en inhibant le cycle de coupure-religation, on va stabiliser des adduits covalents entre la protéine et l'ADN. Et ces adduits covalents entre la protéine et l'ADN vont générer deux choses. Ils vont d'une part générer une cassure qui peut être simple brin ou double brin, mais ils vont également créer, au fond, une forme extrême d'alkylation dans laquelle on a une grosse protéine qui est liée de manière covalente à de l'ADN. Et c'est ça qui a l'air d'être le plus toxique, parce que ces adduits covalents entre un ADN clivé et cette protéine vont bloquer la synthèse d'ADN, ils vont donc créer du stress réplicatif, ils vont également bloquer la transcription, simplement parce qu'il y a cette énorme protéine qui est bloquée sur l'ADN et qui ne veut plus s'enlever parce que l'inhibiteur est là. Alors, qu'est-ce que ça donne de manière un peu plus imagée? Eh bien, là, ce sont des travaux qui ont été menés par l'équipe d'Yves Pommier avec des inhibiteurs de topoisomérase 1. Et donc, ces inhibiteurs de topoisomérase 1, vous voyez ici avec l'exemple de la camptothecine, qui est un anticancéreux qui a cette propriété-là. En fait, la camptothecine va se mettre en plein milieu du complexe entre l'ADN que vous voyez ici en vert, la protéine, la topoisomérase 1, qui arrive ici par son résidu de tyrosine lié de manière covalente transitoire à l'ADN, eh bien, en fait, en mettant cet inhibiteur au milieu, on va bloquer la situation. Et donc, le clivage religation ne peut plus se faire. Et donc, on crée, au fond, par l'inhibition, par cette petite molécule qui vient bloquer ce processus très complexe et très élégant de coupure-religation, on va geler ce système et on va créer une grosse protéine qui est finalement collée de manière chimique irréversible à l'ADN. Et ceci va bien sûr se comporter comme un obstacle pour la transcription,
obstacle pour la réplication. Et quand une fourche de réplication va arriver à cet endroit-là, eh bien, dans le meilleur des cas, les choses vont s'arrêter, se bloquer, et on va avoir ce qu'on appelle un retour de fourche pour essayer de créer une structure stable qui va laisser le temps de réparer cette anomalie. Ou au pire, si la transcription est la réplication est très vigoureuse, eh bien, on va répliquer jusqu'au point de cassure, et en répliquant jusqu'au point de cassure, on va créer de facto une cassure double brin, avec toutes les conséquences que ça a en termes d'activation de voie de mort. Donc, le cas de cette topoisomérase 1 a été bien étudié, et en particulier chez la levure. Et ces levures qui sont défectueuses, qui n'expriment pas le gène de la topoisomérase 1, en fait, sont complètement résistantes à la camptothecine. Et ceci est évidemment une très belle illustration, d'une part qu'il s'agit d'un agent ciblé, et d'autre part que ce n'est pas la perte de la fonction de la topoisomérase 1 qui est responsable de la mort, mais que c'est la présence de ces gros aduits protéines ADN qui est responsable de la mort. Et à l'inverse, chez les levures et dans des cellules cancéreuses résistantes à l'inhibiteur, ce sont des mutations de la topoisomérase 1 qui sont responsables de la résistance à la camptothecine, donc démontrant de manière génétique que c'est bien à travers l'induction, à travers le ciblage direct de la camptothecine, de la topoisomérase, que la camptothecine agit et induit la mort des cellules cancéreuses. Alors, de manière intéressante, chez les bactéries, la topoisomérase peut aussi être cible d'autres molécules qui sont des antibiotiques, ce qui montre que ce ciblage donc, de l'activité topoisomérase et ce blocage de la protéine sur l'ADN est un mécanisme universel qui va participer aussi bien à la mort des bactéries qu'à la mort des cellules cancéreuses. Alors, quand on a ces gros deux aduits, finalement, on a deux voies d'évolution. La première, ça peut être l'activation de P53 et la mort, et ça, c'est favorisé, comme on le verra dans le troisième cours, par la présence d'une protéine également découverte par Yves Pommier, qui s'appelle Schlafen 11. Et puis, dans le contexte favorable au moins pour la réplication de la cellule, on peut avoir digestion de ce gros aduit ADN-protéine par des voies biochimiques qui sont assez bien caractérisées. Et après avoir digéré cet aduit protéique, on va pouvoir bien réparer les cassures avec les voies dont on a déjà parlé, et en particulier la recombinaison homologue ou les PARP. Donc ça, c'était la situation pour les topoisomérases 1. Les topoisomérases 2 sont ciblées par un autre anticancéreux extrêmement important qui s'appelle l'étoposide. Et donc l'étoposide va interrompre ce cycle de la topoisomérase 2. Donc je vous ai expliqué que la topoisomérase 2, elle est capable de casser les deux brins de l'ADN. Et étant capable de casser les deux brins de l'ADN, elle va en fait pouvoir faire passer un fragment d'ADN à travers un autre. Et ceci se fait par un mécanisme qui est assez bien compris et caractérisé, dans lequel ce complexe de topoisomérase va d'abord se saisir d'une molécule d'ADN et l'immobiliser. Il va ensuite se saisir d'une deuxième molécule d'ADN. Il va les mettre en contact l'une avec l'autre. Il va casser la séquence bleue, casser sur les deux brins, ce qui permet de faire passer l'autre brin intact à travers. Et cet autre brin intact va être libéré, et ceci est le processus qui permet de défaire les nœuds, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'étoposide va interagir, va éviter le relargage du deuxième brin. Il va donc, en bloquant ce relargage, stabiliser cette forme dans laquelle on a ces deux brins d'ADN liés de manière extrêmement étroite à ce complexe protéique. Alors, avec les inhibiteurs de topo 2, on a des cassures d'ADN double brin, même en l'absence de réplication. Et de manière intéressante, et on en avait un peu parlé l'an dernier, ces cassures double brin
favorisés par les inhibiteurs de topoisomérase vont souvent survenir dans des zones spécifiques du génome, et en particulier des zones qui sont liées à l'organisation topologique de l'ADN au sein du noyau. Et l'an dernier, nous avions longuement parlé des translocations induites par l'utilisation d'inhibiteurs de topoisomérase qui se manifestent de temps en temps cliniquement comme des leucémies après un premier traitement pour un premier cancer. Alors, la réparation de l'ADN se fait également en plusieurs temps, avec une phase de protéolyse et une phase de réparation. On y reviendra tout à l'heure. Alors, dans la suite des chimiothérapies historiques se trouvent les antibiotiques. Et donc, dans les années 50-60, il y a eu de grands efforts pour essayer de caractériser des nouveaux antibiotiques. Et dans ces nouveaux antibiotiques, on a pu définir une classe d'antibiotiques qui avait également des propriétés anticancéreuses. L'actinomycine D, par exemple, la doxorubicine, qui est très très largement utilisée en clinique, la mitomycine, et il y en a beaucoup d'autres. Et à cet égard, les dérivés du platine ont également des propriétés antibiotiques qui sont tout à fait notables. Alors, beaucoup de ces antibiotiques sont des intercalants de l'ADN, et ces intercalants de l'ADN vont modifier l'expression des gènes en changeant la topologie de l'ADN par l'intercalation. Et les plus connus, donc les anthracyclines, comme la doxorubicine, sont également des inhibiteurs de topoisomérase 2. Ils ont également des effets sur les mitochondries et sur la traduction protéique, ce qui pose évidemment la question de la contribution respective de chacun de ces effets au pouvoir anticancéreux. Donc, les anthracyclines, comme la doxorubicine, sont des intercalants. Vous voyez ici une représentation de la molécule d'ADN avec les deux brins d'ADN, les plateaux de base, et vous voyez que cette molécule est un intercalant, elle va se glisser en fait horizontalement entre les bases. Se glissant entre les bases, elle va modifier la topologie de l'ADN. Alors, le mode d'action est complexe et il y a encore des discussions importantes pour savoir qu'est-ce qui est le plus important parmi tous les effets qui sont attribués à ces antibiotiques. Il y a de l'inhibition des topoisomérases, mais il y a également des adduits directs. Dans certaines circonstances, on va avoir une liaison covalente entre l'anthracycline et la molécule d'ADN. L'intercalation va modifier la topologie. Il va également y avoir des effets sur les mitochondries, et ces effets sur les mitochondries pourraient être responsables des effets de la synthèse d'espèces réactives de l'oxygène qui sont extrêmement bien connus en réponse à ces anthracyclines. Donc l'ensemble de ces effets va donner de très nombreuses signalisations en aval avec réparation de l'ADN, apoptose, modification de la transcription, modification épigénétique, stress oxydant, et tout ceci bien entendu est très dépendant de la dose et très dépendant du système biologique. Et comme je le disais au début de ce cours, en fait, il y a extrêmement peu d'études in vivo, donc on ne sait pas très bien finalement dans la vraie vie ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui est important pour les effets thérapeutiques. Alors des approches classiques en biologie avec des cribles, avec des shRNA qui vont nous permettre d'inactiver l'expression de certaines protéines, ont montré que la mort induite par les anthracyclines dans des lignées cellulaires va dépendre de l'expression de la topoisomérase 2-alpha, mais aussi de CHK2 et de P53, ce qui montre bien qu'au moins dans ce système, l'inhibition de l'activité des topoisomérases et l'activation de la DNA damage response sont très importantes. Et c'est largement développé dans le cours de l'an dernier. La toxicité cardiaque est le principal problème, c'est la toxicité limitante de ces produits. Et il y a des indications que les mécanismes de la toxicité cardiaque et les mécanismes de l'effet thérapeutique pourraient ne pas être exactement les mêmes, ce qui permettrait d'imaginer qu'on arrive à découpler pharmacologiquement les deux effets. Alors, on a parlé tout à l'heure de la reconnaissance des cassures simple brun par l'activité PARP. L'activité PARP est également extrêmement importante dans la réparation des cassures double brin. Et elle apparaît à plusieurs niveaux.
D'abord, les mécanismes de réparation par non-homologous end-joining ou par les variantes qu'on appelle l'alt end-joining nécessitent toute l'activité préalable de PARP pour la reconnaissance et la mise en route de la réparation de ces lésions. Et donc on avait pensé pendant assez longtemps que finalement l'activité de PARP était indispensable à la mise en route normale des activités de réparation. Et puis on a découvert finalement, quelques années après, que les inhibiteurs de PARP vont également en fait ancrer la molécule de PARP sur l'ADN, et que donc en ancrant la molécule de PARP très solidement sur l'ADN, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble beaucoup à l'effet des inhibiteurs de topoisomérase, où on va coller finalement une protéine sur de l'ADN à un endroit où il y a eu une cassure, qui fait que l'inhibition de l'activité PARP, et ça c'est quelque chose d'important parce que c'est aujourd'hui une stratégie thérapeutique qui a été très largement utilisée avec des succès cliniques indiscutables. Donc l'inhibition de l'activité PARP va transformer une cassure simple brin facile à réparer en un complexe ADN-protéine qui va être très toxique et qui va être difficile à réparer. Alors, qu'est-ce que l'activité PARP a à voir avec la réparation de l'ADN? Eh bien, ça a été un des grands succès qui a valu de très très nombreuses publications et des applications cliniques. C'est ce qu'on appelle la létalité synthétique. Et donc, c'est peut-être une des plus belles illustrations en cancérologie de ce concept de létalité synthétique. Et ce concept de létalité synthétique dit qu'au fond, on peut avoir dans une cellule normale, comme on l'a montré tout à l'heure, une réparation par recombinaison homologue ou une réparation alternative. Bon, quand on a un déficit de la voie BRCA1, BRCA2, on a expliqué qu'on ne pouvait plus avoir de recombinaison homologue et on se reportait entièrement sur la voie alterne de réparation par non-homologous end-joining. Et cette voie alterne, au fond, elle dépend de l'activité PARP. Et donc ceci a suggéré, finalement, à partir de modèles cellulaires et puis ensuite d'applications chez l'homme, qu'au fond, on pouvait avoir une toxicité très sélective des inhibiteurs de PARP sur cette situation où la voie de réparation par recombinaison homologue était défectueuse. Et c'est ça ce concept donc, de létalité synthétique qui dit que l'inhibition de l'activité de PARP va être particulièrement importante et particulièrement efficace si la recombinaison homologue est désactivée. Et donc, au départ, on a utilisé ces inhibiteurs de PARP dans le traitement d'entretien de tumeurs qui présentaient des inactivations de BRCA1. Alors, on sait aujourd'hui que l'efficacité de ces inhibiteurs de PARP dépasse assez largement ce contexte un peu étroit dans lequel on avait l'inhibition, on avait un défaut d'activation de la recombinaison homologue. Et de manière intéressante, en fait, c'est à l'origine, on pensait utiliser ces inhibiteurs en association avec de la chimiothérapie pour essayer de rendre la chimiothérapie plus efficace. Et en fait, ça a été un échec complet parce qu'il n'y avait pas d'index thérapeutique. Ça rendait simplement la chimiothérapie beaucoup plus toxique, mais beaucoup plus toxique aussi bien pour les tissus normaux que pour les tissus tumoraux. Et donc, ça a été un très grand succès clinique. Voilà une publication du New England Journal qui montre que dans le traitement d'entretien de patientes qui avaient été d'abord traitées par du cisplatine, donc c'est des patientes qui avaient un cancer de l'ovaire, qui ont été traitées par du cisplatine, qui allait a priori bien, mais donc on savait qu'il y avait un risque de rechute non négligeable. Et bien donc en comparant donc des patients à qui on donnait un placebo ou des patients à qui on donnait cet inhibiteur de PARP, vous voyez qu'il y a un effet absolument majeur de prolongation de la survie qui traduit le fait que les quelques cellules tumorales qui restent ont besoin de cette activité PARP pour pouvoir se diviser et que donc ce traitement d'entretien qui a très peu de toxicité va permettre de retarder ou voire d'annuler la rechute de la tumeur. Et de manière
tout à fait remarquable, l'efficacité, la preuve biologique du mécanisme de cet effet est venue par l'étude de révertants, donc de cellules. Alors, dans ce cas-là, c'était pas ici, c'est fait en fait sur de l'ADN circulant, et donc dans de l'ADN circulant qui traduit en fait de l'ADN qui est relargué par des cellules cancéreuses qui sont devenues résistantes, eh bien on va trouver exactement la même chose que tout à l'heure, on va trouver des mutants révertants, c'est-à-dire les cellules cancéreuses qui se sont remises à pousser en présence de l'inhibiteur de PARP sont des cellules qui ont récupéré la fonction de BRCA1. Et donc, comme on a récupéré la fonction de BRCA1, on n'a plus d'index thérapeutique et donc on n'a plus d'efficacité sélective sur ces cellules tumorales. Alors, dernier exemple, finalement, et qu'on développera plus longuement dans le 4e cours, ce sont des agents hypométhylants, et donc en particulier un produit qu'on appelle l'azacitidine, qui est utilisé dans certaines formes de leucémie ou de syndrome préleucémique. Et cette azacitidine, en fait, va conduire au piégeage d'une enzyme qui est une enzyme, cette fois-ci, de déméthylation. Ce n'est plus une topoisomérase, c'est une enzyme qui est responsable de la déméthylation de l'ADN. Et en fait, ce que fait cet analogue de nucléotide, c'est qu'il va piéger la DNA-méthyltransférase sur l'ADN, et en piégeant cette molécule sur l'ADN, il va conduire à sa dégradation complète. Et la dégradation complète de cette molécule va conduire en fait à une déméthylation progressive, puisque tout simplement l'enzyme qui assure la reméthylation après la réplication disparaît. Et donc au fur et à mesure de la réplication, ces marques de méthylation vont se diluer et on va obtenir donc une déméthylation qui est à l'origine d'une différenciation et probablement aussi d'une sénescence. Les mécanismes ne sont pas très bien connus, mais en fait des travaux très récents qui ont été publiés cette année montrent que le mécanisme est probablement plus complexe et qu'on rejoint en fait la même thématique que celle que je viens de vous illustrer de manière répétée, de création d'un adduit entre les protéines et l'ADN, et que ces adduits ADN-protéines vont gêner la réplication. Alors, en conclusion, des mécanismes, des médicaments d'origine extrêmement divers qui ont été trouvés par des approches qui n'étaient pas du tout concertées, comme le cisplatine, les inhibiteurs de topoisomérase, les antibiotiques, les inhibiteurs de PARP, les agents déméthylants, conduisent tous à la stabilisation d'intermédiaires réactionnels stables entre l'enzyme et l'ADN, ces intermédiaires réactionnels stables constituant des obstacles à la réplication ou à la transcription, et ceci va générer du stress réplicatif. Et les déterminants de la sensibilité à ces médicaments, qui encore une fois, sur le papier, n'ont rien à voir dans leur mode d'action, sont en fait en partie communs, avec en particulier l'implication de la recombinaison homologue et des mécanismes de résistance qui sont parfois partagés. Et ceci donc pose la question de savoir quand on a ces gros adduits de protéines qui sont fixés de manière extrêmement étroite à la molécule d'ADN, comment est-ce que la cellule s'en débarrasse? Eh bien, pour ça, il y a eu des travaux, encore une fois, assez récents, qui ont élucidé un certain nombre des voies biochimiques qui permettent de dégrader ces complexes. Et donc, ceci est encore pris d'une revue très récente, vous voyez, elle date de l'an dernier, d'Yves Pommier, qui montre l'existence d'au moins 4 voies différentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais avec une voie qui nous intéresse parce que c'est un mécanisme de dégradation qui a été découvert au laboratoire, qui implique donc la formation de chaînes d'un dérivé d'ubiquitine qui s'appelle SUMO, et une ubiquitination secondaire. Et donc ces mécanismes biochimiques qui vont permettre la dégradation de ces adduits ADN-protéines en réponse à la camptothecine pour la topoisomérase 1 ou à des toposides pour la topoisomérase 2 sont des mécanismes qui sont largement conservés dans toutes ces formes de dégradation de ces adduits protéines ADN. Il y a d'autres voies qui ont été décrites. Et donc, une fois que la cellule s'est débarrassée de la plus grosse partie de la protéine, elle va ensuite pouvoir faire activer des enzymes qui vont cliver
cliver en particulier la liaison tyrosine phosphate, ce sont ces enzymes TDP1 ou TDP2, et ensuite mettre en route des enzymes de dégradation de l'ADN pour pouvoir ensuite avoir un fragment d'ADN sans protéines qui va pouvoir être réparé de manière assez standard. Et puis pour conclure, des études là aussi tout à fait récentes ont montré qu'il y avait des mécanismes différents pour se débarrasser de ces aduits protéines ADN, suivant que la cellule est en cycle ou pas en cycle. En fait, de manière assez logique, quand la cellule est en train de répliquer, elle va avoir une machinerie enzymatique qui va être différente au voisinage de ces obstacles, et donc elle va pouvoir se débarrasser de ces obstacles en utilisant des voies biochimiques qui ne sont pas les mêmes que quand il s'agit d'ADN post-réplicatif. Et donc on connaît bien maintenant ces mécanismes qui sont des mécanismes de nettoyage finalement, de nettoyage de ces molécules d'ADN, sachant qu'une des découvertes finalement relativement surprenante de ces dernières années, c'est comment est-ce que tous ces médicaments très très différents finalement passeraient peut-être par une voie finale commune qui serait la création de ces aduits ADN-protéines qui vont bloquer réplication, transcription, et que c'est peut-être là que se trouve une des clés pour la compréhension de leur mécanisme. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de stress réplicatif et puis également de la question de l'épuisement des nucléotides et comprendre pourquoi est-ce que l'épuisement des nucléotides conduit à des mécanismes de synthèse d'ADN qui sont différents entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Je vous remercie beaucoup.